Je m'appelle Paige Afton, et j'ai 32 ans. Il y a 3 jours, je me suis assise dans le bureau d'un avocat, j'ai lu un simple bout de papier, et j'ai ri si fort que l'avocat a posé son stylo, pour me demander si j'avais besoin d'un verre d'eau. Mes parents ne m'avaient pas adressé la parole depuis 2 ans. Pas une carte d'anniversaire, pas un seul SMS. Puis, leur avocat m'a envoyé un document, une seule page. Ils avaient besoin de ma signature pour vendre la maison au bord du lac de mon grand-père, le seul endroit au monde où je me suis jamais senti chez moi. Ce document était censé me prendre quelque chose. Au lieu de cela, il m'a offert la seule chose que ma famille ne m'a jamais donnée, la preuve que quelqu'un estimait que je valais la peine d'être protégé. Avant de vous révéler le contenu de cette lettre, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Et pendant que vous êtes ici, indiquez votre position et votre heure locale dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début, à ce dîner de Noël qui a tout achevé. J'ai grandi en périphérie de Knoxville, dans le Tennessee, dans une ville où tout le monde se saluait, et où vos affaires personnelles n'étaient jamais vraiment privées. Mon père, Gerald Afton, dirigeait la succursale locale de la First Heritage Bank. Un homme respecté, à la poignée de main ferme, qui portait toujours des chemises repassées pour aller à l'église, le dimanche. Ma mère, Diane, animait le groupe d'études bibliques pour femmes, et organisait le repas partagé annuel des moissons. Ensemble, ils ressemblaient à ce genre de parents que l'on voit dans les cadres photos vendus chez Hobby Lobby. Et puis, il y avait Meredith, ma petite sœur, de 3 ans ma cadette, et qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours 3 coups d'avance aux yeux de mes parents. Meredith a eu des cours de piano. Moi, j'ai eu droit à un peut-être l'année prochaine. Meredith a reçu une Honda Civic d'occasion pour son 16e anniversaire. Moi, j'ai reçu une carte de bus, et la suggestion de me renseigner pour trouver un travail à temps partiel. Meredith avait la plus grande chambre, car elle avait besoin d'espace pour s'entraîner. Moi, je partageais un mur avec la buanderie, et j'ai appris à dormir pendant le cycle d'essorage. Je ne vous dis pas cela pour susciter la pitié. Je vous le dis, parce que c'est important. Mes parents ne m'ont jamais frappé. Ils ne m'ont jamais crié dessus. Ils m'ont simplement alloué différemment, comme si j'étais une ligne budgétaire qu'ils pouvaient réduire, sans aucune conséquence. Mon père avait une phrase toute faite, qu'il utilisait chaque fois que j'abordais le sujet. Il posait sa fourchette, me regardait comme si j'étais déraisonnable, et disait, « Meredith a besoin de plus d'aide. C'est toi la forte, Paige. C'est ce que j'aime chez toi. » Je l'ai cru pendant longtemps. J'ai porté ce mot, forte, comme un insigne. J'ai fait des doubles services au restaurant du coin pendant le lycée, j'ai payé ma propre robe de bal, et j'ai acheté mes propres manuels scolaires. Il m'a fallu des années pour comprendre que, dans le vocabulaire de mon père, forte ne signifiait pas admirable. Cela signifiait qui ne demande pas d'entretien. Cela signifiait elle ne se plaindra pas. Cela signifiait elle ne vaut pas l'effort. J'ai été la première personne de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Une licence en comptabilité de l'Université d'État, décrochée tout en travaillant 25 heures par semaine, dans un bureau de préparation d'impôts. 4 ans. Aucune aide, aucun garant pour mes prêts étudiants, juste moi, et un réveil réglé sur 5h15 chaque matin. Mes parents avaient dit qu'ils viendraient. Ma mère avait choisi la tenue qu'elle porterait. Mon père avait demandé à quelle heure le parking ouvrait. J'avais réservé 4 places, 2 pour eux, une pour Meredith, et une pour mon grand-père, Howard Afton, qui était la seule personne à ne m'avoir jamais fait me sentir comme une option de seconde zone. Le matin de la remise des diplômes, mon téléphone a sonné à 7 heures. On a un imprévu, a dit mon père. Ta sœur emménage dans son nouvel appartement, et elle a besoin d'aide avec les meubles. Je me tenais au milieu de ma chambre d'étudiante, tenant un chemisier repassé et une paire de talons que j'avais achetés en solde. Je pouvais entendre ma mère, en arrière-plan, demander à Gérald où était le dévidoir de scotch. Ce n'est qu'une cérémonie, a crié ma mère. Tu as déjà le diplôme, ma chérie. J'ai traversé cette scène toute seule, je me suis assise dans une rangée remplie de familles d'inconnus, et j'ai pris ma propre photo, en utilisant le retardateur de mon téléphone, posé contre un banc. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau sonné, mais cette fois, c'était Papy Howard. Je suis fier de toi, Paige, a-t-il dit. Sa voix était un peu éraillée, comme à chaque fois qu'il essayait de ne pas pleurer.
Et ne t'inquiète pas, je m'en suis déjà occupé. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je me suis dit qu'il parlait d'une carte de félicitations, peut-être avec un chèque glissé à l'intérieur. Il me faudrait attendre encore 7 ans, pour comprendre ce que Papy Howard voulait dire ce jour-là. J'ai rencontré Daniel Reeves quand j'avais 26 ans. Il recablait l'immeuble de bureau où je venais de commencer comme comptable junior. Je l'ai entendu avant de le voir, chantant à mi-voix, tout en traçant une ligne de conduit derrière les dalles du plafond. Quelque chose de Johnny Cash. Faux, mais fait avec conviction. Daniel était électricien, agréé, assuré, et dirigeait sa propre entreprise individuelle depuis une camionnette d'occasion, avec son nom peint au pochoir sur le côté. Il faisait des journées de 14 heures. Ses mains étaient calleuses, ses bottes étaient éraflées, et il m'a apporté des fleurs sauvages achetées dans une station-service, lors de notre 3e rendez-vous, parce qu'il disait que le fleuriste était fermé, et qu'il ne voulait pas arriver les mains vides. Nous nous sommes mariés quand j'avais 28 ans. Une petite cérémonie, sur les marches du palais de justice. Papy Howard était décédé 3 ans plus tôt, et je sentais encore le vide qu'il avait laissé, à chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, et que je ne pouvais pas l'appeler. Mes parents sont brièvement venus au mariage. Lors d'un dîner de famille la semaine suivante, mon père, assis en bout de table, a regardé Daniel par-dessus le poulet rôti, et a dit, avec ce genre de calme qui vous fait douter d'avoir bien entendu, je pensais que tu viserais plus haut, Pej. Un électricien. C'est une régression. Ma mère a pincé les lèvres. Meredith a fait défiler l'écran de son téléphone. Daniel n'a pas bronché. Sur le chemin du retour, il a regardé fixement la route devant lui, et a dit, « Je n'ai pas besoin que ton père respecte mon travail, mais j'ai besoin qu'il te respecte, toi. » J'ai voulu couper les ponts à ce moment précis. J'ai failli le faire, mais Papy Howard n'était parti que depuis 3 ans. Et quelque chose en moi continuait de s'accrocher. Une croyance tenace qu'il aurait voulu que je continue d'essayer, que je continue d'être présente, que je continue d'être la forte. Alors, je suis resté encore un peu. C'est arrivé à Noël. 15 personnes entassées dans le salon de mes parents. Des tantes, des oncles, des cousins, le genre de foule où quelqu'un est toujours en train de resservir du thé glacé, et où personne ne remarque quand la musique change. Meredith m'a prise à part dans la cuisine. Elle avait besoin de $5000. C'était la 3e fois qu'elle demandait. Les 2 premiers prêts, son mot, pas le mien, n'étaient toujours pas remboursés. Elle a dit que c'était pour le stock d'une boutique qu'elle ouvrait. J'ai dit non, poliment, clairement. Elle est retournée dans le salon avec les yeux humides, et la lèvre tremblante. Mon père s'est levé de son fauteuil inclinable, comme s'il était monté sur ressort. Quel genre de sœur refuse d'aider sa propre famille, a-t-il dit, assez fort pour que toute la pièce l'entende. Tante Linda s'est figée en plein milieu de son service, au-dessus du bol de punch. Ma cousine Rachel m'a regardé avec de grands yeux. « Tu as changé, Pej, » a dit Gérald. « Et pas en bien. » Ensuite, ma mère s'est penchée vers ma tante Carole, d'un air intime et conspirateur, et a dit juste assez fort, « Elle est comme ça depuis qu'elle a épousé cet homme. » Je pense honnêtement qu'elle a besoin de parler à un professionnel. La pièce est devenue immobile. 15 personnes. Pas une n'a ouvert la bouche. Tante Linda a regardé le sol. Oncle Ray a toussé, et a attrapé un biscuit. Rachel m'a dévisagé comme si elle voulait parler, mais ne savait pas comment faire. Je me tenais au centre de cette pièce, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de la remise des diplômes. Invisible, entouré de gens, et complètement seul. J'ai enfilé mon manteau, j'ai embrassé le bébé de ma cousine Rachel sur le front. Daniel était déjà à la porte, les clés à la main, la mâchoire serrée, et je suis sorti de cette maison pour la dernière fois. Le silence est une chose étrange. On pourrait penser que ce serait paisible. 2 ans sans les appels téléphoniques, sans les tentatives de culpabilisation, sans les chants de mine défaite. 2 ans sans entendre ma mère soupirer de façon théâtrale, ou mon père expliquer pourquoi Meredith avait besoin de plus. Mais le silence n'est pas vide. Il est rempli des choses que les autres y mettent. Dans les semaines qui ont suivi ce Noël, mes parents ont inventé une histoire, et ils l'ont racontée à tout le monde. Gérald a appelé la famille. Diane a coincé ses amis à l'église. Le récit était clair et simple. Pej est mentalement instable. Daniel l'isole de la famille.
Elle a besoin d'aide professionnelle. Ma cousine Rachel m'a appelé en janvier. Ta mère m'a dit que tu voyais un thérapeute, m'a-t-elle confié. Et elle a dit que tu avais eu une sorte de crise à Noël. Est-ce que tu vas bien? Je n'avais jamais dit à personne que je voyais un thérapeute, parce que ce n'était pas le cas. Ma mère l'avait inventé de toutes pièces, et l'avait servi aux personnes qui lui faisaient confiance. Ça a empiré. Gérald a appelé mon ancien patron, un homme pour qui j'avais travaillé pendant mes études, pour prendre de mes nouvelles. Dans une ville aussi petite, un appel comme celui-là n'est pas de l'inquiétude. C'est une grenade, avec une mèche polie. Rachel m'a dit plus tard que mon père m'avait décrite aux proches comme étant possiblement un danger pour elle-même. Ce sont ses mots. Il a utilisé le vocabulaire de la santé mentale comme une arme contre sa propre fille, parce qu'elle refusait de donner $5000, et de rester assise tranquillement pendant que sa mère la traitait de défectueuse devant toute la famille. Un par un, les appels ont cessé. Les tantes dont j'avais des nouvelles à Pâques, les cousins qui m'envoyaient des SMS pour mon anniversaire. Puis, le cercle s'est resserré autour de Gérald et Diane, comme un cordon de serrage, et je me suis retrouvé à l'extérieur. Au printemps, la seule personne de mon ancienne vie qui appelait encore, c'était Rachel. Daniel et moi avons déménagé dans une ville à 45 minutes vers l'est, assez près pour y retourner en voiture si j'en avais envie, mais assez loin pour que je n'aie pas à croiser mon père à la quincaillerie le samedi. J'ai été promu comptable principal dans un cabinet qui ne connaissait pas ma famille, et qui ne posait pas de questions. L'entreprise de Daniel s'est développée. Il a embauché un deuxième électricien, puis un troisième. Nous avons acheté une petite maison, avec un porche, un jardin, et une fenêtre de cuisine qui captait la lumière du matin. C'était une vie tranquille, une belle vie. Mais chaque Noël, je me surprenais à fixer mon téléphone, à faire défiler mes anciens contacts, à hésiter sur des noms que je n'arrivais pas à supprimer. Personne n'a appelé, pas une seule fois. Daniel ne m'a jamais poussé. Il s'asseyait avec moi sur le canapé, un match en sourdine, et il était simplement là. Un soir, je lui ai demandé, « Tu penses que j'ai fait une erreur ?» Il n'a pas hésité. « Tu le sauras quand tu seras prête. Et si ce jour ne vient jamais, c'est très bien aussi. » Je suis passé en voiture devant la maison du lac une fois, l'endroit de Papy Howard sur Cedar Mill Road. Le ponton commençait à pencher. La peinture des volets était devenue grise. J'ai ralenti, mais je ne me suis pas arrêté. Ça faisait trop mal. Tout, dans cette maison, c'était lui. L'odeur du cèdre, le bruit de la porte moustiquaire, la façon dont il avait toujours un milkshake au chocolat qui m'attendait le vendredi, quand il venait me chercher à l'école. J'ai continué à rouler. 2 années se sont écoulées ainsi. Des journées ordinaires, empilées les unes sur les autres. Je guérissais lentement, de façon inégale, mais je guérissais. Puis, un mardi de mars, une enveloppe est arrivée, mais elle portait l'adresse de retour d'un cabinet d'avocats que je n'avais jamais vu auparavant, et elle était adressée spécifiquement à Paige Afton. Cette enveloppe est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 2 jours, avant que je ne l'ouvre. 2 ans de silence, et puis, une lettre d'un avocat. Si vous avez déjà coupé les ponts avec quelqu'un de votre famille, et que vous avez ensuite reçu cet appel ou cette lettre inattendue, vous connaissez ce sentiment. Cette sensation de froid au creux de l'estomac. Si cette histoire résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire dans les commentaires. Avez-vous déjà reçu une lettre qui a tout changé? Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, un jeudi matin, pendant que Daniel était déjà parti sur un chantier. Le café était encore chaud. La maison était calme. La lettre venait d'un certain monsieur Brennan, avocat basé dans la ville de mes parents. Un en-tête professionnel, une police de caractère net, une seule page, et elle indiquait que Gérald Afton initiait la vente d'une propriété résidentielle au 14 Cedar Mill Road, la maison du lac de Papy Howard. Et qu'en tant qu'héritière potentielle de la succession de Howard Afton, on me demandait de signer un acte de renonciation, pour abandonner tout droit sur la propriété. Il y avait une ligne pour la signature en bas, un délai de 30 jours, et un numéro de téléphone pour le bureau de Brennan. Je l'ai lu 3 fois. 2 ans. Pas une carte d'anniversaire, pas un « comment vas-tu », pas même un email transféré à la chaîne, et la première fois que ma famille me contacte, c'est par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, pour me demander de céder la dernière chose que Papy Howard ait jamais touchée. J'ai posé la lettre, et j'ai regardé à l'autre bout de la cuisine,
vers la petite étagère en bois que Daniel avait construite au-dessus de la cuisinière. Dessus, reposait la boîte de pêche de Papy Howard. Du bois de cèdre, des charnières en laiton, et ses initiales gravées sur le couvercle. Comme s'il me l'avait laissé sur son testament. Elle sentait encore l'eau du lac et l'huile de lin. À l'intérieur de cette boîte, calée au fond, il y avait une enveloppe scellée, que j'avais gardée pendant 7 ans. Je l'avais trouvée quand je vidais ses affaires après les funérailles. Du papier jauni, fermé avec du ruban adhésif, avec son écriture sur le devant, pour Paige, quand tu en auras besoin. Je ne l'avais jamais ouverte. Je pensais que c'était une lettre d'adieu, quelque chose de sentimental, quelque chose qui me ferait pleurer. Ce soir-là, pour la première fois en 7 ans, j'ai ouvert l'enveloppe de Papy Howard. Mes mains étaient fermes, jusqu'à ce que je déchire le sceau. À l'intérieur, il y avait 2 choses. La première était un document juridique, un papier épais, tamponné et notarié. L'entête indiquait « Acte de fiducie irrévocable, Trust familial Howard R. Afton ». En dessous, en caractères nets, la propriété du 14 Cedar Mill Road, communément appelée la Maison du Lac, était détenue dans un trust irrévocable. Le mandataire était un certain Monsieur Callaway, l'avocat personnel de Papy Howard. Le seul bénéficiaire était listé à la page 3, Paige Helen Afton. Le deuxième élément était une simple feuille de papier de carnet, pliée en 2. Son écriture était inclinée, délibérée, la façon dont écrit un homme quand ses mains sont fortes, mais que sa patience avec les stylos est limitée. Paige, je connais ton père. Il est plein de bonnes intentions, mais il ne voit pas clair quand il s'agit de ta sœur. Cette maison est à toi. Elle a toujours été à toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Papy H. Je me suis assise sur le sol de la chambre, le dos contre la commode, et j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs qui vous brise en morceaux. Le genre qui répare quelque chose. Il savait. Avant même que je ne quitte ce dîner de Noël, avant même que je ne rencontre Daniel, avant même que je ne cesse de répondre aux appels de mon père, Papy Howard l'avait vu. Tout vu. Et il n'avait pas seulement eu pitié de moi, il avait fait quelque chose pour y remédier. Daniel est rentré à la maison ce soir-là, et m'a trouvé assise là, des papiers étalés sur la courte pointe. Il s'est assis par terre à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule, et n'a pas dit un mot. Le lendemain matin, j'ai appelé Monsieur Callaway. Il a répondu à la 2e sonnerie. Le trust est valide, a-t-il dit. Il n'a jamais été contesté, et le nom de votre père n'apparaît nulle part dans les documents. Il m'avait vu. Il m'avait toujours vu. J'ai appelé le bureau de Brennan cet après-midi-là. La réceptionniste avait ce genre de voix qui vous indique qu'elle a déjà décidé de la raison de votre appel. Appelez-vous pour retourner le document signé, mademoiselle Afton. J'aimerais passer, ai-je répondu. J'ai quelques questions sur le document avant de signer. Une pause, le cliquetis d'un clavier. Monsieur Brennan est disponible vendredi à 10h. Vendredi, ça me va. J'ai raccroché, et j'ai rappelé Callaway. Je lui ai demandé de préparer des copies certifiées conformes de l'acte de fiducie, de l'enregistrement original, du tampon du comté, de la liste des bénéficiaires, bref, de tout. Je l'aurai prêt pour jeudi, a-t-il dit. Puis, prudemment, mademoiselle Afton, voulez-vous que je sois présent à la réunion? Non, mais j'aimerais que vous soyez joignable par téléphone. Compris. J'ai passé les 5 jours suivants à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 ans. Je me suis préparé. Pas émotionnellement. J'avais dépassé ce stade. Je me suis préparé de la même manière qu'un comptable prépare un audit. Les documents en ordre, les faits alignés, rien laissé aux suppositions. J'ai lu l'acte de fiducie de bout en bout, à 3 reprises. Et j'ai consulté les dossiers d'enregistrement du greffier du comté en ligne, pour confirmer la date de transfert. Je l'ai comparé avec les dossiers d'homologation de la succession de Papy Howard, et j'ai confirmé ce que Callaway m'avait dit. La maison du lac avait été transférée dans le trust avant la mort d'Howard. Elle n'est jamais passée par la succession. Gérald n'en a jamais hérité. Il l'avait juste présumé. Et personne ne lui a jamais dit le contraire, parce que la seule personne qui savait, c'était Papy Howard, et Papy Howard avait ses raisons. Daniel m'a demandé, jeudi soir, si je voulais qu'il m'accompagne. J'ai secoué la tête. Celle-ci est pour moi. Il m'a embrassé sur le front,
et m'a tendu un thermos de café pour la route. La nuit précédant la réunion, Rachel a appelé. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle commencé. « Ton père a appelé tout le monde, pas seulement la famille. Tout le monde. Il est stressé, Paige. Vraiment très stressé à propos de la maison. À cause du magasin de Meredith ? Il est en grave difficulté. Elle a contracté des prêts commerciaux. Ton père s'est porté garant pour chacun d'eux. Je me suis assise sur le porche, et j'ai laissé l'information s'installer. Les grillons étaient bruyants. Daniel était à l'intérieur, en train de faire la vaisselle. Rachel a continué. Il y a 8 mois, ton père a refinancé l'hypothèque de la maison, leur maison sur Bearwood, et a mis l'argent dans la boutique. Ta mère a signé l'accord. Maintenant, la boutique coule, les prêts arrivent à échéance, et ton père doit de l'argent à la banque, sur sa garantie personnelle. Je crois que ça tourne autour de 180 000 $. 180 000 $. Mon père, le banquier, le responsable, l'homme qui m'avait dit que Daniel était une régression, avait misé sa retraite et sa maison sur le magasin de vêtements de Meredith. Il a trouvé un acheteur pour la maison du lac, a dit Rachel. 320 000 $, assez pour couvrir la garantie, et faire tenir la boutique encore 6 mois. Et la seule chose qui se dresse entre lui et cette vente, c'est ma signature. Paige, il a dit à tout le monde que tu signerais, a-t-elle ajouté. Il a dit, Paige n'a de toute façon aucune utilité pour cette maison. J'ai fixé la lisière sombre des arbres, au-delà de notre jardin. Le même ciel s'étendait au-dessus de Cedar Mill Road. Merci de me l'avoir dit, Rachel. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais à cette réunion. Le vendredi est arrivé. J'ai posé la boîte de pêche de Papy Howard sur le siège passager, celle qui sentait encore le cèdre et l'eau du lac. J'ai glissé le dossier avec les documents du trust dans mon sac. Ensuite, j'ai roulé 45 minutes pour retourner dans la ville que j'avais laissée derrière moi. La conduite n'était que mémoire musculaire. Je n'avais pas besoin de GPS. Mes mains connaissaient les virages avant même que mon cerveau n'enregistre les panneaux de signalisation. Je suis passé devant la station Shell, où Papy Howard avait l'habitude de m'acheter des milkshakes au chocolat chaque vendredi. Passé le collège où j'avais remporté un concours d'orthographe, sans que personne de ma famille ne soit dans le public, parce que Meredith avait un récital de danse le même soir. Passé l'intersection de Hockey Third, où le pick-up de Papy Howard tournait au ralenti, en m'attendant avec la vitre baissée et la radio allumée. La ville n'avait pas changé. Les mêmes devantures en briques sur Main Street. La même fresque délavée sur le côté de la quincaillerie, le même clocher d'église perçant à travers les arbres, comme un doigt pointé vers le haut avec conviction. J'ai ralenti au feu de l'avenue Elm, et j'ai baissé les yeux vers le dossier sur le siège passager. Des copies certifiées conformes, les tampons du comté, l'acte de fiducie, la carte de visite de Callaway avec son numéro direct entouré au stylo. J'ai repensé à la dernière fois que j'avais interrogé mon père sur la succession de Papy Howard. C'était lors de la réception des funérailles, 3 jours après la mise en terre du cercueil. J'avais 25 ans, les yeux rouges, tenant une assiette de nourriture que je n'arrivais pas à avaler. Est-ce que Papy a laissé un testament, avais-je demandé. Gérald avait à peine levé les yeux de sa conversation. Il n'avait pas grand-chose. La maison du lac me revient de droit, en tant que plus proche parent. C'est comme ça que ça marche. Il l'avait dit comme il disait la plupart des choses, comme un homme tellement habitué à avoir raison, qu'il arrêtait de vérifier. Il n'a jamais engagé d'avocat, n'a jamais cherché dans les registres du comté, n'a jamais envisagé la possibilité que son propre père ait pu faire un plan différent. Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je n'y retournais pas pour me battre. J'y retournais pour terminer ce que Papy Howard avait commencé. Le bureau de Brennan se trouvait au 2e étage d'un bâtiment en briques rouges sur Main Street, au-dessus d'un cabinet dentaire. La cage d'escalier sentait la vieille moquette et le café resté sur un chauffe-tasse depuis l'aube. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes de lecture sur une chaîne, m'a toisé de la tête aux pieds quand j'ai donné mon nom. « Asseyez-vous, mademoiselle Afton. Monsieur Brennan sera avec vous dans un instant. » Il y avait quelque chose dans son ton, pas impoli exactement, mais plutôt une compassion répétée, le genre de voix que les gens utilisent quand ils ont déjà entendu une version de votre histoire, et décidé qui est le méchant. Je me suis assise sur une chaise en vinyle, à côté d'une fougère qui perdait l'envie de vivre.
J'ai ouvert mon sac, et vérifié le dossier une dernière fois. L'acte de fiducie, la copie certifiée conforme, le reçu d'enregistrement du comté, la carte de Callaway, la lettre manuscrite de Papy Howard, scellée dans une pochette transparente. Tout y était. J'ai fermé le dossier, et j'ai posé mes mains dessus. Mon cœur était calme, ma respiration était régulière. J'avais passé 2 ans à être qualifié d'instable par des gens qui n'arrivaient pas à maintenir une boutique ouverte pendant 18 mois. Je pouvais très bien gérer une salle de conférence. L'horloge du couloir a dépassé 9h58. Un téléphone a sonné quelque part derrière la réception. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Mademoiselle Afton. La voix de Brennan était polie. La cinquantaine, les tempes argentées. Le genre d'homme qui dit réglons ça rapidement, et qui s'attend à ce que ça se fasse. Il s'est écarté, et a fait un geste vers la salle de conférence. Je me suis levé, j'ai glissé mon sac sur mon épaule, et j'ai franchi la porte. Et là, assis à l'autre bout de la table, dans une chemise repassée, les mains croisées devant lui, se trouvait mon père. Gérald a levé les yeux quand je suis entré. La même mâchoire, la même posture, la même façon d'occuper une pièce, comme s'il l'avait déjà mesurée et jugée acceptable. « Bonjour, Paige. » Sa voix était calme, douce, égale. Le registre du père inquiet, posé juste assez bas pour paraître attentionné, juste assez contrôlé pour vous rappeler qui est le patron. Je me suis arrêté 2 pas après la porte, et j'ai regardé Brennan. On m'avait dit que c'était une réunion entre votre cabinet et moi. Brennan a ajusté sa cravate. Monsieur Afton a demandé à être présent. J'ai pensé que cela pourrait faciliter les choses. Faciliter? J'ai répété le mot, de la même manière que l'on tiendrait un vêtement de la mauvaise taille, on l'étudie, et on le repose sur le rayon. Je me suis assise en face de mon père, j'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi, j'ai placé mon dossier sur la table, sans l'ouvrir. Gérald s'est penché en avant, les coudes sur la cajoue, et a souri. Assieds-toi, ma chérie. Finissons en vite. Je sais que tu es très occupée. Je le suis. Écoute, a-t-il dit, en inclinant la tête d'une manière qui se voulait conciliante. Je sais que les choses ont été difficiles, mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de la maison. Ton grand-père aurait voulu cela. Il a utilisé le nom de Papy Howard. Il était assis en face de moi, dans la salle de conférence d'un avocat, la première fois que nous étions dans le même espace en 2 ans, et il utilisait le nom de la seule personne qui m'ait jamais soutenu, pour essayer de me faire changer d'avis. Mes doigts reposaient sur le bord de mon dossier. C'est à ce moment-là que j'ai su que cela ne se terminerait jamais, à moins que je n'y mette fin. Pas avec de la colère, pas en faisant une scène. Avec la vérité. Assise dans un dossier beige, sur une table de conférence, attendant d'être lu. Gérald s'est redressé sur sa chaise, et a basculé en mode vendeur. Le même rythme qu'il utilisait à la banque, quand il expliquait les conditions d'un prêt aux gens qui ne lisaient pas les petits caractères. La maison est vide depuis des années, a-t-il dit. Personne ne l'utilise. J'ai un acheteur prêt à signer pour 320 000 $. L'entreprise de ta sœur a besoin d'un prêt relais, et ça résout le problème proprement. Brennan a fait glisser un document sur la table. Je l'ai regardé. Acte de renonciation, en gras, tout en haut. Une ligne de signature en bas, avec mon nom tapé en dessous. Je l'ai pris, et je l'ai lu lentement. Chaque mot, chaque clause. La pièce était silencieuse, à l'exception de mon père qui tapotait son index contre la table, un rythme qu'il ne savait probablement même pas qu'il produisait. J'ai reposé le document. Tu ne m'as pas demandé comment j'allais. Gérald a scié. Quoi? En 2 ans, c'est le premier contact, et il est passé par un cabinet d'avocats. J'ai gardé une voix plate, pas en colère, juste claire. Tu n'as pas appelé, tu n'as pas écrit, tu as envoyé un avocat. Il a bougé sur son siège. Nous avons essayé de te joindre. Mon numéro de téléphone n'a pas changé. Brennan s'est raclé la gorge. Gérald l'a ignoré. Paige, je ne suis pas ici pour remâcher le passé. Je suis ici pour régler une affaire de propriété. C'est tout. Et si je ne signe pas? Les tapotements ont cessé. La mâchoire de Gérald s'est contractée, comme elle le faisait toujours quand quelqu'un contestait un chiffre sur son tableur.
Alors on attendra tous plus longtemps. Ça coûtera plus d'argent à tout le monde. Ne rends pas ça compliqué, Paige. Ne rends pas ça compliqué. Le même homme qui avait dit à 15 personnes que j'étais mentalement malade. Le même homme qui avait raté ma remise de diplôme. Le même homme qui avait qualifié mon mari de régression. Ne rends pas ça compliqué. Je me suis adossé à ma chaise. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais comprendre pourquoi je n'ai pas été informé de la vente, avant qu'un avocat ne m'envoie une lettre. L'expression de Gérald a changé. Pas une fissure, exactement, mais un recalibrage. Il s'est tourné vers Brennan, de la manière dont un homme se tourne vers la barre des témoins. Nous n'avons pas réussi à la joindre, a-t-il dit. Pas à moi, à l'avocat. Elle a coupé les ponts avec toute la famille il y a 2 ans. Aucune explication. Aucune explication, ai-je répété. Diane et moi avons tout essayé. Gérald a secoué la tête lentement, jouant la tristesse de la même manière qu'il jouait tout le reste, avec structure. Elle traverse une période difficile. Il recommençait. Le même manuel, les mêmes indications scéniques. Dire à la salle que je suis brisé. Faire en sorte que la salle ait pitié de lui. Brennan écrivait quelque chose sur son bloc-notes juridique. Je ne pouvais pas voir quoi. Son mari, a ajouté Gérald, en baissant la voix d'un ton, a été un peu contrôlant. Nous nous inquiétons de son environnement. J'ai senti mon pouce accélérer, pas de peur, mais à cause de la précision de la chose. 2 ans plus tard, le scénario n'avait pas changé d'un seul mot. Il l'avait répété tant de fois, que cela sonnait comme parole d'évangile. Brennan a posé son stylo, et m'a jeté un coup d'œil. Je pouvais voir la question se former derrière ses yeux. Est-ce vrai? Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas corrigé le tir. Je n'ai pas sorti les preuves. J'ai regardé mon père, j'ai soutenu son regard, et j'ai dit, tu as fini. Quelque chose a basculé sur son visage. Le sourire n'a pas disparu. Il s'est figé, comme un projecteur qui s'accroche sur une image. J'avais déjà vu mon père faire face à la résistance. Des employés, des demandeurs de prêts, moi quand j'étais plus jeune. Il ne m'avait jamais vu cesser de résister. Le téléphone de Gérald a vibré sur la table. Il a jeté un œil à l'écran, et a levé un doigt. 1 seconde. Il a répondu. Le haut-parleur n'était pas activé, mais dans une pièce aussi silencieuse, avec le genre de haut-parleur bon marché que possédait Gérald, ce n'était pas nécessaire. La voix de Meredith est passée, aiguë et fluette. Est-ce qu'elle a signé? Papa, j'ai besoin de savoir d'ici lundi. Le propriétaire menace de changer les serrures. Gérald a mis sa main sur le téléphone. Je m'en occupe. Laisse-moi 1 heure. Mais Meredith était déjà au milieu de sa phrase. Dis-lui juste que c'est pour la famille. Elle cède toujours quand tu dis ça. Les mots ont atterri au centre de la table, comme un verre frappant du bois dur. Gérald a éloigné le téléphone de son oreille, et a mis fin à l'appel, le cou rouge du col jusqu'en haut. Brennan regardait son bloc-notes. J'ai croisé les mains. Elle cède toujours quand tu dis ça, ai-je répété doucement. Mot pour mot. Gérald a posé le téléphone face vers le bas. Elle est sous beaucoup de pression. Ne le prends pas. Je ne prends rien, ai-je dit. J'écoute, c'est tout. J'ai regardé Brennan. Il n'avait toujours pas levé les yeux, mais le stylo dans sa main avait cessé de bouger. C'était la négociation pour laquelle mon père s'était préparé, pousser le papier de l'autre côté de la table, invoquer le nom de Papy Howard, attendre que la fille obéissante signe, et rentrer à la maison pour midi. Au lieu de cela, il était assis dans une pièce où sa plus jeune fille venait de confirmer, à voix haute et devant témoins, que tout cela n'était qu'une représentation, une machine. On pousse le levier, et on regarde Paige se plier. Je ne me suis pas plié. Et dans ce court silence, après que la voix de Meredith se soit tue et que la pièce ait retrouvé son calme, j'ai pris une décision. Ils n'allaient pas obtenir de signature. Ils allaient avoir la conversation qu'ils auraient dû avoir il y a 2 ans. Gérald s'est levé. La chaise a grincé contre le sol. Paige, j'ai été patient. Signe le papier. Il a pointé du doigt l'acte de renonciation, comme si c'était un registre qui ne balançait pas. Cette maison ne signifie rien pour toi.
Tu n'y es pas allé depuis des années. Tu as raison, ai-je répondu. Je n'y suis pas allé, parce que la dernière fois que je suis venu, tu as dit à mon mari qu'il était une régression. Gérald a fait un geste de la main. C'était une blague. Ce n'était pas drôle. 3 mots. Je les ai laissés planer. Gérald a pressé ses 2 paumes à plat sur la table. Tu sais quel est ton problème? Tu es rancunière. Ta mère avait raison. Tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Brennan a levé la main. Monsieur Afton, gardons cet échange productif. Gérald ne l'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur moi. Si tu ne signes pas ça, a-t-il dit, sa voix tombant dans le registre qu'il utilisait pour refuser les demandes de prêt, j'intenterai une action en justice. Je déposerai une action en revendication de propriété. Un juge t'obligera à signer. Je me suis tourné vers Brennan. Peut-il faire ça? Brennan a bougé. Il y a des voies légales, mais n'allons pas plus vite que. D'accord, ai-je dit. Les 2 hommes se sont arrêtés. D'accord. J'ai pris mon sac, et j'ai sorti le dossier sur la table. L'ambiance dans la pièce ressemblait à la seconde qui précède l'allumage d'une mèche. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, j'ai quelque chose que j'aimerais vous montrer. J'ai vu les yeux de mon père tomber sur le dossier. Il ne savait pas ce qu'il contenait. Brennan non plus, mais quelque chose dans l'air a changé. La façon dont une pièce change, quand la personne qui est censée perdre arrête d'agir comme telle. J'ai détaché le dossier, je l'ai ouvert, et j'ai posé la première page face vers le haut, sur la table. Le document a glissé sur l'acajou, avec le doux sifflement d'un papier de qualité sur du bois poli. Gérald a baissé les yeux. L'entête en gras était impossible à manquer. Acte de fiducie irrévocable. Trust familial Howard R. Afton. Il s'agit d'un acte de trust irrévocable, ai-je précisé, déposé il y a 7 ans par Howard Afton au bureau du greffier du comté. La tête de Gérald s'est inclinée. De quoi parles-tu? Il me désigne, Paige Afton, comme unique bénéficiaire de la propriété du lac. Le mandataire est Monsieur Callaway, l'avocat de Papy Howard. J'ai poussé le document complet au centre de la table, les 8 pages, la copie certifiée, et le tampon du comté sur la première page. Vous êtes libre de le lire. Le silence qui a suivi avait un poids. Il s'appuyait contre les murs de cette salle de conférence, comme une respiration retenue. Gérald n'a pas touché au papier. Ses yeux allaient du document à mon visage, et de nouveau au document, comme s'il attendait que l'un des deux explique l'autre. Brennan, en revanche. Brennan a immédiatement attrapé l'acte de fiducie. Il est allé à la première page. L'a lu. Est passé à la deuxième. L'a lu aussi. Puis, il a retiré ses lunettes, a pincé l'arête de son nez, et a reposé le document très soigneusement, comme s'il risquait d'exploser. Et il a regardé Gérald. J'ai assisté à suffisamment de réunions, de revues trimestrielles, d'audits fiscaux et d'appels de conformité, pour reconnaître le moment exact où un professionnel réalise que le sol sous la conversation vient de se dérober. L'expression de Brennan n'a pas changé de façon spectaculaire. Il n'a pas halté. Il n'a pas juré. Il a juste regardé mon père, de la manière dont un chirurgien regarde une radiographie, quand la fracture est pire que prévu. Et Gérald, toujours debout, toujours appuyé sur la table à 2 mains, a finalement cessé de parler. Le regard sur le visage de cet avocat, je ne l'oublierai jamais. J'avais passé 2 ans à me demander si j'étais folle d'être partie. 2 ans à entendre de seconde main que mes propres parents disaient aux gens que j'étais brisée. Et puis, je me suis assise dans une pièce, et j'ai regardé la vérité atterrir sur une table, noir sur blanc. Si vous avez déjà été mis en doute par les personnes qui étaient censées croire en vous, appuyez sur le bouton j'aime. Celle-ci est pour vous. Brennan a posé le document, et a regardé Gérald. Comme on regarde un client qui vient de rendre votre travail considérablement plus difficile. Monsieur Afton, a-t-il dit, et la formalité dans sa voix était nouvelle. Étiez-vous au courant que votre père avait établi un trust irrévocable pour cette propriété? La bouche de Gérald s'est ouverte, s'est fermée, et s'est ouverte à nouveau. Ça ne peut pas être exact. La maison faisait partie de sa succession. Elle m'est revenue lors de l'homologation. Brennan a repris l'acte de fiducie, est allé à la page d'enregistrement,
et a lu la date. Puis, il s'est tourné vers Gérald. Selon ce document, la propriété a été transférée au trust 3 ans avant le décès de votre père. Mais si cela est exact, et le tampon d'enregistrement du comté suggère que c'est le cas, la maison du lac ne serait pas passée par l'homologation. Elle aurait été totalement exclue de la succession. Gérald a regardé fixement. C'est impossible. Le bureau du greffier du comté aurait l'original dans ses dossiers, a poursuivi Brennan, parlant maintenant avec le calme délibéré d'un homme qui mesure chaque mot pour sa propre responsabilité. Je recommanderais de vérifier, mais cette copie semble correctement exécutée et notariée. Gérald s'est tourné vers moi. Son visage avait pris la couleur d'une vieille cloison sèche. Où as-tu eu ça? De Papy Howard. Il ne ferait jamais. La voix de Gérald s'est brisée. Il ne ferait pas ça dans mon dos. J'ai soutenu son regard. Il ne l'a pas fait dans ton dos. Il a protégé sa petite fille. J'ai fait une pause. Il y a une différence. La salle de conférence était l'endroit le plus silencieux du Tennessee. L'horloge au mur a fait tic-tac. Quelque part dehors, un camion a rétrogradé sur Main Street. Gérald s'est lentement rassis. Ses mains, qui n'avaient cessé de pointer, de commander et de tapoter toute la matinée, reposaient à plat sur la table. Elle tremblait. Brennan a desserré sa cravate d'un bon centimètre, et s'est tourné vers moi. Mademoiselle Afton, avez-vous les coordonnées du mandataire? Je lui ai tendu la carte de Callaway. Brennan a composé le numéro sur le haut-parleur de la salle de conférence. Ça a sonné 2 fois. La voix de Callaway a résonné, mesurée, sans hâte, la voix d'un homme qui s'attendait à cet appel depuis 7 ans. Brennan s'est présenté, et a posé la question directement. Monsieur Callaway, pouvez-vous confirmer l'existence et la validité d'un trust irrévocable, établi par Howard Afton, concernant la propriété du 14 Cedar Mill Road? Je le peux. Je l'ai rédigé moi-même, et le trust a été exécuté et enregistré auprès du comté il y a 7 ans. Howard Afton l'a financé avec la propriété de la maison du lac de son vivant. Paige Afton est la seule bénéficiaire désignée. La propriété n'a jamais fait partie de la succession de Howard Afton, et n'est pas passée par l'homologation. Brennan écrivait rapidement. Gérald restait immobile. Le trust est-il actuellement actif et non contesté, a demandé Brennan. Actif et non contesté. J'en suis le mandataire. Brennan l'a remercié, et a mis fin à l'appel. Puis, il s'est tourné vers Gérald, avec la posture prudente d'un homme qui annonce une nouvelle qu'il ne voulait pas donner. Monsieur Afton, je vais devoir suspendre cette procédure. L'acte de renonciation que j'ai préparé n'est pas applicable. Mademoiselle Afton n'a aucun droit auquel renoncer, car la propriété n'a jamais fait partie de la succession de votre père pour commencer. Gérald a secoué la tête. C'est la maison de ma famille. J'ai grandi là-bas. Je comprends, mais légalement, depuis 7 ans, elle appartient au trust, et l'unique bénéficiaire est votre fille. Brennan a fait une pause, sa voix a légèrement baissé. Monsieur Afton, je dois également mentionner que si vous avez affirmé à l'acheteur que vous déteniez un titre de propriété clair sur ce bien, cela pourrait créer un problème juridique distinct. Gérald a reculé de la table. Les pieds de la chaise ont bégayé contre le sol. Tu avais prévu ça. Sa voix était tendue, coincée entre l'accusation, et quelque chose de plus proche de la peur. Tu es restée assise là-dessus pendant 7 ans, à attendre. Je n'ai rien prévu, ma voix ne s'est pas élevée. Je n'ai même pas ouvert cette enveloppe, avant que ton avocat ne m'envoie une lettre. C'est toi qui m'as fait venir ici, papa. Le mot a résonné bizarrement dans la pièce. Papa. Je ne l'avais pas appelé ainsi depuis 2 ans, et c'est tombé plus lourdement que je ne m'y attendais, pour nous deux. Gérald a pressé la paume de ses mains contre ses yeux. Quand il les a retirés, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'étais pas préparé. Il avait l'air vieux. Pas seulement fatigué, mais diminué. Comme si quelqu'un avait tiré sur un fil, et que tout le motif se défaisait. Paige, tu ne comprends pas, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée en son centre. Si je ne peux pas vendre cette maison, ta sœur, l'entreprise, je me suis porté garant pour tout. Ta mère et moi avons refinancé la maison. Nous pourrions la perdre. Notre maison. J'ai entendu le désespoir. Vraiment.
et une partie de moi, la partie qui avait passé 18 ans à essayer d'attirer son attention, a voulu tendre la main de l'autre côté de la table. Mais je suis resté à ma place. Tu as co-signé le prêt commercial de Meredith, ai-je dit. Tu as refinancé ton hypothèque pour son magasin. Tu as tout mis en jeu pour elle. Et pendant tout ce temps, tu n'as jamais, pas une seule fois, appelé pour me demander comment j'allais. La bouche de Gérald s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Et maintenant, tu veux que je renonce à la seule chose que Papy Howard m'a laissée, pour que tu puisses régler un problème que je n'ai pas contribué à créer. Il aurait voulu que nous soyons une famille. Il aurait voulu que tu sois un père pour tes 2 filles. La pièce a retenu son souffle. Brennan a rassemblé son bloc-notes, et s'est levé. Il avait la posture d'un homme qui essaie de quitter une pièce sans rien faire trébucher. Je pense qu'il est préférable de lever la séance, a-t-il dit. Monsieur Afton, je vous recommande de consulter un avocat spécialisé en litige de fiducie pour connaître vos options. Mademoiselle Afton, vous êtes libre de partir. Je me suis levé, j'ai rassemblé les documents du trust, et je les ai replacés dans mon dossier. L'acte de renonciation était toujours au centre de la table, non signé, comme un chèque sans provision. Gérald n'a pas bougé, il est resté assis, les mains à plat sur la table, fixant le grain du bois, comme si la réponse pouvait se trouver quelque part dans l'acajou. Paige. Je me suis arrêté à la porte. S'il te plaît. Un seul mot, dépouillé de toute posture, dépouillé de toute stratégie. Juste un homme dans une salle de conférence, qui n'avait plus de cartes à jouer. Je l'ai regardé, et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu la version de lui d'avant. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo sur Cedar Mill Road, qui me laissait diriger le bateau même si j'allais toujours trop à gauche. Qui, un jour, quand j'avais 7 ans, m'avait porté sur plus de 400 mètres sous la pluie, parce que j'avais perdu ma chaussure dans la boue, et qu'il ne voulait pas que je marche pieds nus. Cet homme a existé. Il a juste été enterré quelque part sous les feuilles de calcul, le favoritisme, et la peur de voir Meredith échouer. Tu as mon numéro, ai-je répondu. Il n'a pas changé. J'ai traversé le hall, passé devant la réceptionniste, descendu la cage d'escalier qui sentait la vieille moquette, et je suis sorti par la porte d'entrée. Je me suis assise dans ma voiture pendant 5 minutes, le moteur éteint, les mains sur le volant. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Ce genre de fatigue que 2 ans de silence ne répare pas. Mais la réunion n'était pas la fin. Gérald n'est pas rentré chez lui. Il a conduit jusqu'à la maison du lac, et il a emmené Diane et Meredith avec lui. Rachel m'a appelé ce soir-là. Sa voix avait le ton prudent de quelqu'un qui essaie de ne pas vous alarmer, tout en livrant des nouvelles alarmantes. Ton père est allé à la maison du lac après la réunion. Ta mère et Meredith sont avec lui. Ils sont à l'intérieur. J'étais debout au comptoir de la cuisine, portant toujours le chemisier que j'avais mis pour aller au bureau de Brennan. Daniel a levé les yeux de la cuisinière. Ils ne peuvent pas la vendre, ai-je dit. Ils ne peuvent pas la transférer. Légalement, ils ne peuvent rien faire. Je sais, mais ton père a dit à ta mère que c'est leur maison de famille, et qu'aucun bout de papier ne changera ça. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, et j'ai fixé le plafond. Daniel a éteint le brûleur. Qu'est-ce que tu veux faire? Appelez Callaway. Callaway a répondu à la première sonnerie, cette fois. J'ai expliqué la situation. Il a écouté sans m'interrompre, un trait de caractère que je commençais à apprécier profondément. Ils ne peuvent rien faire à la propriété, a-t-il dit. Ils ne peuvent pas la vendre, la louer, ou la grever. S'ils refusent de partir, j'enverrai une lettre de mise en demeure formelle. S'ils refusent toujours, nous déposerons une plainte pour violation de propriété. J'ai fermé les yeux. Je ne veux pas faire arrêter mon père à la maison du lac. Alors, espérons qu'il fera un choix plus intelligent. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Daniel m'observait depuis l'autre bout de la cuisine, avec l'expression qu'il arbore quand il a déjà compris le schéma électrique, mais qu'il attend que vous lui demandiez de le dessiner. Ils partiront, a-t-il dit. Tu penses? Ton père est banquier. À un moment donné, les mathématiques vont l'emporter sur la fierté. Je voulais le croire. Je voulais croire que Gérald Afton, un homme qui avait un jour refusé d'admettre qu'il avait trop cuit un steak pendant 45 minutes, entendrait raison. Ce ne fut pas le cas. Pas tout de suite.
Le samedi matin, Rachel m'a envoyé une capture d'écran. Meredith avait publié une photo sur Facebook, le porche de la maison du lac, Diane tenant une tasse de café, Gérald debout derrière elle, les bras croisés, regardant vers l'eau. La légende, moment en famille à la maison du lac de Papy. Certaines choses valent la peine de se battre. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Meredith était assise dans le fauteuil de Papy Howard. La chaise adirondack verte qu'il avait construite lui-même, l'été de mes 10 ans. J'en avais poncé les accoudoirs. Il m'avait laissé peindre la première couche, disant que j'avais la main plus sûre que lui. Cette chaise était le dernier endroit où il s'était assis, avant que ses jambes ne deviennent trop raides pour descendre jusqu'au ponton. Et Meredith posait dedans, comme s'il s'agissait d'un accessoire. Les commentaires affluaient. Quelques membres de la famille, tellement heureux que vous soyez tous réunis. Un voisin, cette maison renferme tellement de souvenirs. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a demandé où j'étais. Un cousin, Eric, à qui je n'avais pas parlé depuis un an, a écrit « Gérald a parfaitement le droit. C'est la maison de son père. » J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table de nuit. Daniel m'a apporté un café sans rien demander. « Callaway » ai-je dit. Le dimanche après-midi, une lettre recommandée était en route. Ted Callaway en a également envoyé une copie par email, pour plus de rapidité. La lettre disait « Vous occupez actuellement une propriété détenue dans un trust irrévocable. Cela constitue une utilisation non autorisée d'un bien en fiducie. Il vous est par la présente demandé de libérer les lieux dans les 72 heures. » Gérald n'avait plus affaire à une fille. Il avait affaire à une entité juridique, un enregistrement du comté, et un mandataire qui se fichait des dîners de Noël. Meredith a supprimé la publication Facebook le dimanche soir. L'horloge des 72 heures a commencé à tourner. Lundi matin, il restait 41 heures au compteur. Mon téléphone a sonné à 6h47. Le genre d'appel matinal qui signifie que quelqu'un a soit besoin de payer une caution, soit croit que l'urgence est une arme. C'était Diane. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Parce que même après tout ça, il y a un muscle dans votre poitrine qui se contracte quand votre mère appelle. Même 2 ans de silence ne l'atrophie pas complètement. Paige. Sa voix était éraillée. Elle avait pleuré, ou voulait me faire croire que c'était le cas. Avec ma mère, on ne pouvait jamais vraiment savoir. S'il te plaît. Ton père n'arrive pas à dormir. Meredith va tout perdre. Ça déchire notre famille. Je me suis assise sur le bord du lit. Daniel était déjà réveillé à côté de moi, les yeux ouverts, silencieux. Ça n'a pas commencé avec un document de fiducie, maman. Je sais que nous n'avons pas été parfaits, mais est-ce vraiment ce que tu veux? Prendre la maison pour nous punir? Je ne prends rien. C'était déjà à moi. Une respiration à l'autre bout du fil, vive, offensée. Et je ne vous punis pas. Je protège ce que Papy Howard voulait. Ton grand-père ne voudrait pas ça, sa voix est devenue dure. Il voudrait que nous soyons ensemble. J'ai une lettre de lui qui dit le contraire. Un silence. Un long silence. Le genre de silence où l'on entend quelqu'un réorganiser toute sa compréhension d'une situation. Tu as changé, a-t-elle finalement dit. Ce n'était pas un compliment. Je l'espère. L'appel s'est terminé sans un au revoir. Diane a raccroché de la même façon qu'elle quittait toujours une conversation qu'elle ne pouvait pas contrôler, brusquement, pour pouvoir dire plus tard aux autres que son interlocuteur avait été difficile. J'ai posé le téléphone. Daniel m'a regardé. Ça va? J'ai hoché la tête. Elle a dit que j'avais changé. Il a presque souri. Il était temps que quelqu'un le remarque. Ils sont partis le lundi après-midi. À 53 heures, juste avant la limite. Rachel m'a dit plus tard que Brennan avait appelé Gérald une dernière fois. Si vous ne quittez pas les lieux, vous vous exposez à une plainte pour violation de propriété, et vu la documentation du trust, vous ne gagnerez pas. Gérald a chargé la voiture. Diane a rassemblé la vaisselle qu'elle avait apportée de la maison. Et Meredith a sorti un sac de provisions dont elle avait rempli le frigo, comme si elle emménageait pour de bon. Ils se sont éloignés de la maison du lac de la même manière qu'ils s'étaient éloignés de ma vie, sans me le dire, sans se retourner, et sans considérer une seule fois que la maison n'avait jamais été à eux.
Je n'y suis pas allé tout de suite. J'ai attendu une semaine entière. Quand j'ai finalement conduit jusqu'à Cedar Mill Road, c'était un jeudi après-midi. Le ciel était plat et gris, le genre de ciel de printemps du Tennessee qui n'arrive pas à se décider entre la pluie et l'abandon. La porte d'entrée était déverrouillée. À l'intérieur, l'endroit sentait la poussière et le vieux pain. La cuisine était propre. Diane avait essuyé les comptoirs avant de partir. Les coussins du canapé étaient droits. Les sols balayés. Sur la table de la cuisine, Gérald avait laissé une seule clé, et un morceau de papier ligné déchiré. Son écriture était plus petite que dans mes souvenirs. Il n'a jamais été question d'argent. Papa. Je l'ai lu, je l'ai plié, et je l'ai mis dans la poche de mon manteau. Je ne savais pas si c'était vrai. Je ne savais pas s'il y croyait. Je ne savais pas si ça avait de l'importance. Je suis descendu jusqu'au ponton. Les planches ont grincé sous mon poids. La chaise de Papy Howard était là où elle avait toujours été, face à l'eau, face à la lisière des arbres, face à tout et à rien. Je m'y suis assise. Le lac était calme. Un héron a traversé la crique, bas et sans se presser. Et pour la première fois en 2 ans, je me suis senti exactement là où j'étais censé être. Les chiffres ont fini par rattraper Gérald, comme les chiffres le font toujours, doucement, puis tout d'un coup. Sans la vente de la maison du lac, la bouée de sauvetage de 320 000 $ s'est évaporée. L'acheteur est parti. La boutique de Meredith n'a pas pu payer son loyer du trimestre suivant en juin, et elle a fermé ses portes pour de bon. Elle a vendu le stock à 40 centimes pour $1 à un liquidateur de Chattanooga. La garantie personnelle de Gérald est arrivée à échéance. Il a vendu son pick-up, le F-150 qu'il conduisait depuis que j'étais au lycée, et a retiré de l'argent de son plan d'épargne retraite par anticipation, encaissant ainsi les pénalités. Entre les deux, il a réussi à rassembler environ 140 000 $, assez pour régler la garantie, mais pas assez pour réparer les dégâts. La retraite, que Gérald avait prévue pour ses 62 ans, a été repoussée à 67 ans, peut-être plus tard. L'hypothèque qu'il avait refinancée planait toujours sur la maison de Birchwood, comme un système météorologique permanent. Dans une ville de cette taille, l'histoire a circulé. Pas dans les colonnes des ragots, mais dans les allées de garage, les parkings des églises, et le rayon des surgelés chez Kroger. Les gens ont commencé à poser des questions que Gérald ne pouvait pas dévier avec une poignée de main ferme. Pourquoi n'était-il pas au courant du trust de son propre père? Howard a-t-il vraiment écarté Gérald? Et cette fille, celle qu'il disait instable. Elle avait les papiers depuis le début. Gérald a arrêté d'aller au petit déjeuner du Rotary Club. Il a arrêté de s'attarder à la banque après les heures de fermeture. Il entrait et sortait par la porte latérale, et déjeunait à son bureau. Rachel m'a raconté tout cela par bribes. Pas pour jubiler, et pas parce que je le demandais. Elle me l'a dit parce qu'elle pensait que je méritais de savoir comment se terminait l'histoire dont j'avais été exilé. J'ai écouté. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas appelé Gérald pour lui dire « je te l'avais bien dit ». Il n'y a aucune satisfaction à regarder son père rétrécir. Il n'y a que la vérité, et le silence qui la suit. Meredith a pris un emploi de directrice adjointe dans un magasin de meubles, dans la ville voisine. Pas un mauvais travail, un travail honnête, des horaires réguliers. Mais une longue chute par rapport à son statut de propriétaire de boutique, le titre qu'elle avait brodé sur ses cartes de visite, et épinglé à chaque conversation pendant 2 ans. Elle n'en a pas parlé sur Facebook. Diane s'est retirée de tout. Elle a cessé d'assister au groupe d'études bibliques pour femmes qu'elle dirigeait depuis une décennie. Elle a cessé d'organiser le repas partagé des moissons. Elle a cessé de se présenter au brunch du dimanche au Millstone Café, où elle tenait cours chaque week-end, d'aussi loin que je m'en souvienne. Rachel m'en a expliqué la raison. Les gens n'arrêtent pas de poser des questions sur toi. Comment va Paige? Avez-vous des nouvelles de Paige? Ta mère ne sait plus quoi dire. Le récit qu'elle avait construit, la pauvre Diane, abandonnée par sa fille instable, souffrant en silence, s'était fissuré. Les documents du trust étaient de notoriété publique. La chronologie ne mentait pas. Et dans une petite ville, quand les faits commencent à dépasser la fiction, le conteur perd son public. Je ne me suis pas senti triomphante de tout cela. Je ne voulais pas que ma mère soit gênée. Je voulais juste qu'elle arrête de réécrire ma vie pour les autres. Puis,
3 semaines après la fermeture de la boutique, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Meredith, je sais que tu n'as probablement pas envie d'avoir de mes nouvelles, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit au téléphone ce jour-là. Je l'ai lu assise sur le ponton, à la maison du lac, les pieds ballants au-dessus de l'eau. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas supprimé. Une semaine plus tard, Rachel a mentionné autre chose. Ton père a posé des questions sur toi. Il voulait savoir si tu allais bien. Il ne m'a pas demandé de te le transmettre. Il a juste posé la question. J'ai laissé ça reposer. La famille élargie est revenue par morceaux. Pas tout le monde. Pas tous en même temps, mais suffisamment. Tante Linda a appelé la première. C'était elle qui avait regardé le sol, pendant ce dîner de Noël. Celle qui avait entendu Diane me traiter d'instable, et qui n'avait rien dit. J'aurais dû parler ce soir-là, m'a-t-elle avoué. Sa voix avait le poids de quelqu'un qui porte une sentence qu'il n'arrive pas à poser. J'ai vu ce qui se passait, et je n'ai pas dit un mot. Je suis désolé, Paige. Je l'ai remercié. Je le pensais. Je n'ai pas fait semblant que cela effaçait tout, et elle ne me l'a pas demandé. 2 cousins m'ont envoyé des SMS au cours de la même semaine. L'un d'eux, Marcus, a écrit « J'ai toujours senti que quelque chose clochait. Je ne savais juste pas ce que c'était. Je comprenais cela. J'avais vécu à l'intérieur de la chose, et je n'avais pas pu la nommer pendant des années. Comment pouvais-je m'attendre à ce que les gens de l'extérieur la voient clairement? Tout le monde n'est pas revenu vers moi. Oncle Ray croyait toujours à la version de Gérald. Le cousin Eric, celui qui avait commenté la publication Facebook de Meredith, ne m'a jamais contacté. Quelques proches sont devenus complètement silencieux. Pas hostiles, juste absents. De la même façon que les gens réagissent, quand une histoire devient trop compliquée pour choisir un camp. Je n'ai couru après personne. Je n'ai pas publié de démenti. Je n'ai pas envoyé de mail à toute la famille, avec des preuves et des horodatage, et un objet qui dirait « pour mémoire ». J'ai simplement continué à vivre. Comptable principal, la maison du lac le week-end, Daniel recablant les lumières du porche. Le café sur le ponton, le matin. Les gens qui avaient besoin de connaître la vérité l'ont trouvée. Les gens qui ne la voulaient pas sont restés confortablement installés dans la version qu'ils avaient déjà. J'ai fait la paix avec les deux. Tout le monde ne comprendra pas. Et j'ai arrêté d'avoir besoin qu'ils le fassent. Daniel et moi avons commencé à retaper la maison du lac en mai. Ce n'était pas une rénovation, plutôt une conversation avec le bâtiment, en écoutant ce dont il avait besoin. Une nouvelle couche de lazur sur le ponton. De nouvelles moustiquaires sur le porche. Le robinet de la salle de bain, qui fuyait depuis que j'avais 12 ans, a enfin eu une nouvelle cartouche. Daniel s'est occupé de l'électricité, a remplacé l'ancien tableau de disjoncteur, a tiré de nouveaux fils jusqu'à la cuisine, et a installé une lumière de porche qui s'allumait vraiment quand on appuyait sur l'interrupteur. C'est mon métier, a-t-il dit en souriant, couvert de la poussière du grenier. J'ai trouvé les outils de menuiserie de Papy Howard dans le garage, accrochés à un panneau perforé qu'il avait construit lui-même. Chaque outil a sa place. Les ciseaux alignés par taille, les rabots huilés et emballés. Un nichoir à moitié fini sur l'établi, comme s'il s'était absenté pour déjeuner, et n'était jamais revenu. Dans une boîte sous l'établi, j'ai trouvé des photographies. Moi, à 6 ans, debout sur le ponton avec un bar presque aussi long que mon bras. Papy Howard derrière moi, les 2 mains levées, riant, son chapeau repoussé en arrière et sa chemise en flanelle retroussée jusqu'au coude. J'ai tenu la photo pendant un long moment. Il ne m'a pas laissé une maison. Il m'a laissé la preuve que je comptais. Que quelqu'un dans ma famille me voyait clairement. Pas comme la forte. Pas comme celle qui ne demande pas d'entretien. Pas comme celle qui n'a besoin de rien, mais comme Paige, sa petite fille, qui valait la peine d'être protégée. J'ai encadré la photo, et je l'ai accrochée au mur de la cuisine, juste au-dessus de la fenêtre, où la lumière de l'après-midi entre, chaude et dorée. À chaque fois que je la regarde, j'entends sa voix au téléphone, le jour de ma remise de diplôme. Je m'en suis déjà occupé, Paige. Et il l'a fait. 1 mois après la réunion dans le bureau de Brennan, je me suis assise à la table de la cuisine, dans la maison du lac, et j'ai écrit une lettre à la main. Pas par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, pas par l'intermédiaire de Rachel.
Juste moi, un stylo, et un morceau de papier. Je l'ai écrite à Gérald et Diane. Je n'écris pas pour vous punir. J'écris pour être clair. La maison du lac reste dans le trust. C'était la décision de Papy Howard. Et j'ai l'intention de l'honorer. Je ne la vendrai pas, et je ne signerai aucun document pour la céder. S'il y a une version de notre relation qui peut être reconstruite, elle ne commence pas par de la paperasse. Elle commence par l'honnêteté. Elle commence par le fait que vous me voyez. Pas comme la forte, pas comme celle qui peut gérer la situation, pas comme celle qui n'a besoin de rien, mais comme votre fille. Ma porte est ouverte, mais seulement si vous la franchissez en tant que mes parents, et non comme des personnes qui ont besoin de quelque chose de ma part. J'ai mis l'adresse sur l'enveloppe, je l'ai affranchie, et je l'ai glissée dans la boîte aux lettres au bout de Cedar Mill Road. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres tous les matins, dans l'espoir d'en trouver une. J'avais dit ce que j'avais à dire, et le reste dépendait d'eux. Daniel a lu la lettre avant que je ne la scelle, mais il n'a pas suggéré le moindre changement. Il a juste hoché la tête, et a dit, c'est tout toi. Je pensais autrefois que les limites étaient des murs, des choses que l'on construit quand on est en colère, pour empêcher les gens d'entrer. Je ne pense plus cela. Les limites sont des portes. Vous choisissez qui les franchit. Vous choisissez les conditions. Et si quelqu'un se tient de l'autre côté et frappe avec des mains propres et une voix honnête, vous l'ouvrez. Mais vous ne la laissez pas grande ouverte, pour les gens qui ne se présentent que lorsqu'ils ont besoin de la clé. C'est un vendredi après-midi que je comprends enfin ce que Papy Howard voulait dire. Je suis assise sur le ponton, dans sa chaise Adirondack verte. Celle que j'ai poncée quand j'avais 10 ans. Celle sur laquelle j'ai peint la première couche. Celle dans laquelle Meredith a posé pour une photo qu'elle a ensuite supprimée. Le bois est chaud à cause du soleil. Le lac est plat. Quelque part de l'autre côté de la crique, un poisson brise la surface, et l'ondulation s'étire en cercle lent et patient. Daniel est à l'intérieur, en train de préparer du café. J'entends la bouilloire par la fenêtre ouverte, et le léger bourdonnement de la lumière du porche qu'il a installé le week-end dernier. La brise transporte une odeur de cèdre, d'herbe coupée, et quelque chose de doux provenant du chèvrefeuille du voisin. J'ai la canne à pêche de Papy Howard entre les mains, la vieille, avec la poignée en liège qu'il a enroulée lui-même, et le moulinet qui clique quand on lance. Je n'ai rien attrapé de l'après-midi, et ça m'est égal. Je lui parle parfois. Pas à voix haute, juste dans ma tête. Comme on le fait avec les gens qui ont quitté la pièce, mais qui ne sont jamais vraiment partis. Et, papy. J'ai trouvé ton enveloppe. J'ai trouvé le trust. J'ai trouvé la lettre. Une pause. Le vent répond. Merci. Je baisse les yeux vers mes mains. Elles sont rugueuses maintenant. À force de poncer, de peindre, de vivre. Pas les mains de quelqu'un qui a été traité avec douceur. Les mains de quelqu'un qui a construit ce qu'elle possède, une planche à la fois. Je m'appelle Paige Afton. J'ai 32 ans. Il y a 2 ans, l'avocat de mes parents m'a envoyé un document. Ce document ne m'a rien donné que je n'avais déjà. Il m'a simplement rappelé que quelqu'un avait déjà décidé que je valais la peine d'être protégé. Et c'était suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Je le pense sincèrement. Cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle du fait de savoir qu'on mérite d'être vu, même quand les personnes les plus proches de vous refusent de regarder. Alors, voici ma question. Si vous pouviez écrire une lettre à quelqu'un qui vous a sous-estimé, que dirait-elle? Écrivez-la dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, j'en ai laissé quelques-unes dans la description, que vous allez adorer, je pense. Abonnez-vous pour ne pas les manquer. Je vous retrouve dans la prochaine.